Une série d'arrestations soudaines bouleverse Dar es Salaam. Ancienne vitrine de stabilité politique, la Tanzanie glisse vers une zone grise où les voix dissidentes disparaissent. Les journalistes sont interpellés en plein jour, et la confiance populaire s'effrite malgré l'image longtemps célébrée d'un leadership féminin apaisé. Que signifie ce basculement pour vous, selon l'avertissement d'Ibrahim Traoré? L'équilibre pourrait se rompre bientôt. La lettre évoque un glissement qui ne relève plus seulement d'une crise passagère, mais d'un risque structurel capable de redéfinir la place de la Tanzanie dans l'espace politique régional. Ce risque, discret au départ, se cristallise aujourd'hui autour d'un même point: la réduction progressive de la liberté d'expression, un indicateur qui, dans tout pays, agit comme baromètre de stabilité réelle. Lorsque des jeunes, des journalistes ou de simples citoyennes sont arrêtés pour avoir commenté une loi, ce n'est pas l'ordre qui avance, mais la fragilisation silencieuse du pacte social. Et si ce pacte se fissure, l'ensemble des institutions se retrouve exposé à un affaissement progressif que personne ne peut contrôler une fois enclenché. Le bénéfice pour le lecteur est clair: comprendre pourquoi ces signaux, perçus comme mineurs, constituent en réalité les premières strates d'une bascule plus large dont l'impact dépassera les frontières nationales. Un micro-détail relevé dans la lettre le montre bien. La peur, lorsqu'elle s'installe, modifie le comportement collectif plus vite qu'aucune loi. Deux éléments ressortant immédiatement lorsqu'on relit attentivement le message adressé à la présidente tanzanienne. D'abord, la rupture morale décrite n'est pas graduelle mais brutale. Ensuite, elle est perceptible à travers un signe unique et répétitif évoqué à plusieurs moments: les arrestations publiques, citées explicitement au moins 3 reprises comme marqueur d'un basculement. Ces deux constats, présentés sans détour dès les premières lignes, servent de mini-reveal et redéfinissent le sens général du texte. Il ne s'agit pas d'un simple reproche politique, mais d'un avertissement fondé sur des faits visibles et reconnus. À partir de ce point, la lettre construit un enchaînement causal précis. L'auteur rappelle que la Tanzanie fut longtemps considérée comme un modèle de stabilité, un refuge pour les mouvements de libération et une terre héritière des valeurs de Julius Nyerere. Ce passé agit comme la ligne de base morale du récit. La delta qui en ressort, c'est-à-dire l'écart entre cette tradition et la situation décrite, se manifeste par la réduction des libertés publiques, l'atmosphère de peur latente et l'idée que le silence imposé n'est jamais synonyme d'ordre réel. Dans cette logique, la mention de Caroline Rosy, arrêtée pour avoir exprimé une opinion sur un projet de loi, sert d'exemple micro-concret, non pour apporter un fait isolé, mais pour illustrer le mécanisme général que la lettre dénonce. Au cœur de cette analyse, l'intervention d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un miroir continental. En évoquant les erreurs passées du Burkina Faso, il signale que les dérives ne commencent jamais par de grands événements, mais par de petites concessions morales répétées. C'est ce parallèle qui donne à la lettre son poids géopolitique. Ce qui se joue en Tanzanie dépasse son propre territoire, car un recul des libertés dans un État longtemps érigé en exemple affaiblit la confiance de tout un continent dans ses propres trajectoires démocratiques. Le texte affirme ainsi que le problème n'est pas seulement tanzanien, mais africain, et que la fracture décrite pourrait ébranler l'ensemble du paysage régional si elle n'est pas reconnue à temps. Dans cette dynamique de glissement, la figure du témoin central devient essentielle pour comprendre l'onde de choc qui traverse la société tanzanienne. Ce témoin n'est pas une personne unique, mais un ensemble de voix qui, autrefois discrètes, formaient le tissu vivant du débat public. Étudiante commentant un projet de loi, journaliste analysant les décisions du gouvernement, militante évoquant les promesses faites aux femmes lors de l'arrivée au pouvoir de la présidente. Leur rôle n'était pas d'affronter l'État, mais d'exprimer des nuances indispensables au fonctionnement d'un espace civique sain. Le premier microcas mentionné dans la lettre illustre ce mécanisme. L'arrestation de Caroline Rosy,
non pour un acte de rupture institutionnelle, mais pour un simple avis sur une loi financière. L'auteur ne l'utilise pas comme incident isolé, mais comme symptôme d'un phénomène plus large où la parole ordinaire devient un terrain de risque. Le second microcas, plus implicite, concerne les jeunes interpellés, pour avoir exprimé leurs inquiétudes sur la situation du pays. Ces exemples rassemblés composent un portrait d'ensemble où la peur se substitue progressivement à la délibération. Ce glissement touche également les fonctionnaires intermédiaires, ceux qui se trouvent entre la population et les centres de décision. Leur attitude, souvent hésitante, parfois silencieuse, révèle une tension nouvelle. Comment agir dans un environnement où chaque mot peut être réinterprété comme défi ou dissidence? En décrivant ces comportements, la lettre montre que l'enjeu ne se limite pas à quelques arrestations visibles, mais s'étend à une transformation du climat institutionnel. Le déclencheur apparaît dès l'instant où les premières arrestations publiques commencent à se multiplier, non comme des anomalies administratives, mais comme des signaux d'un changement de rapport entre pouvoir et citoyenne. Chaque interpellation crée une tension supplémentaire, et la lettre insiste sur ce basculement initial. La normalité se fracture au moment précis où la critique modérée, un commentaire, une opinion, une inquiétude exprimée sans violence, devient matière à poursuite. Ce premier mouvement, décrit avec sobriété, marque le début d'une dynamique nouvelle où les garanties démocratiques cessent d'être des réflexes et commencent à ressembler à des privilèges conditionnels. L'auteur souligne que ce processus n'est jamais instantané. Il naît d'une accumulation de micro-gestes institutionnels qui, mis bout à bout, changent la texture même du quotidien civique. Le point chaud émerge lorsque l'effet psychologique de ces arrestations dépasse le cercle direct des personnes concernées. Il ne s'agit plus de cas isolés, mais d'un climat. La lettre rappelle que les citoyennes et citoyens tanzaniens ont longtemps bénéficié d'un espace public relativement ouvert, où la discussion sur les politiques publiques, même vives, ne conduisait pas à la répression. Lorsque ce climat se détériore, le choc est d'autant plus fort que la société n'est pas préparée à cette contraction brutale. À cet endroit, la référence à Caroline Rosy devient centrale. Son arrestation en plein jour, pour avoir exprimé une opinion technique sur un projet de loi, incarne la bascule. Le message issu de cet événement est clair. Si une voix modérée peut être réduite au silence, alors aucune voix n'est réellement à l'abri. L'auteur insiste sur le fait que ce type de signal traverse la population plus vite qu'une annonce officielle, car les gestes coercitifs ont toujours une portée symbolique plus large que leur justification immédiate. Dans cette zone de tension, l'intervention d'Ibrahim Traoré agit comme un miroir et une mise en garde. Le président burkinabé rappelle que son propre pays a connu les mêmes dérives et que celles-ci n'avaient été pas commencées par des crises majeures, mais par des épisodes presque ordinaires, des décisions présentées comme pragmatiques, mais qui, avec le temps, avaient formé une chaîne cohérente d'abandon progressif des libertés. Son avertissement renforce la gravité du moment tanzanien. Ce qui semble ponctuel aujourd'hui peut devenir structurel demain si aucune correction n'est engagée. L'onde de choc s'étend ensuite à 3 niveaux distincts. Le premier touche la perception internationale. La Tanzanie, autrefois modèle de stabilité douce, voit son image brouillée. Le second pénètre les institutions internes, où les fonctionnaires intermédiaires adoptent des comportements plus prudents, parfois plus sévères, par peur d'être accusés de laxisme. Le troisième niveau atteint la société elle-même. Les débats se raréfient, les conversations deviennent plus discrètes, les groupes civiques se replient, et l'idée même de contestation constructive semble perdre de sa légitimité. Dans cette dynamique, la lettre affirme que la pente n'est pas irréversible, mais qu'elle s'accentue tant qu'aucune action claire n'est posée pour restaurer la confiance civique. L'analyse quantitative implicite dans le message repose sur un principe clair. Pour comprendre l'ampleur du glissement décrit, il faut comparer ce que représentait la Tanzanie avant la contraction des libertés publiques, baseline, et ce qu'elle suggère désormais à travers les signaux évoqués, delta.
Cette comparaison n'introduit aucun chiffre officiel, mais les mesures qualitatives présentes dans la lettre permettent d'établir 3 indicateurs de variation cohérents avec la logique du texte. Ces mesures fonctionnent comme des repères permettant de visualiser concrètement l'écart entre hier et aujourd'hui. Première mesure, la stabilité perçue du pays. Pendant des années, la Tanzanie a été décrite comme un espace où les tensions politiques restaient contenues, où la circulation des idées se faisait sans heurts majeurs et où l'héritage de Julius Nyerere constituait un socle partagé. C'est ce que le texte désigne implicitement comme baseline, un pays reconnu pour sa tolérance politique relative et sa capacité à absorber les débats publics sans sombrer dans la répression. Le delta apparaît lorsque cette image se fissure à cause des arrestations répétées. Le texte laisse entendre que cette stabilité devient plus fragile, car elle ne repose plus sur l'adhésion, mais sur la crainte. Phrase d'explication. La stabilité déclinante provient directement de la peur qui modifie le comportement collectif. Deuxième mesure, l'espace d'expression civique. La baseline correspond ici à une société où critiques modérées, analyses journalistiques et interventions citoyennes formaient un tissu civique vivant. La lettre rappelle que la Tanzanie était regardée comme un lieu où l'opposition pouvait encore exister sans être systématiquement considérée comme une menace. Le delta se manifeste lorsque des personnes sont arrêtées pour des propos ordinaires, comme l'exemple de Caroline Rosy. Ce changement montre qu'un espace auparavant accessible devient risqué et que la parole publique se contracte rapidement. Phrase d'explication. La réduction de l'expression s'explique par l'incertitude qui entoure chaque prise de parole. Troisième mesure. La relation entre institutions et population. Le texte suggère qu'à l'origine, cette relation reposait sur une forme de confiance minimale. Les citoyens supposaient que leurs critiques seraient entendues, sans être réprimées, et les fonctionnaires s'appuyaient sur cette confiance pour gérer les tensions du quotidien. La baseline correspond donc à une interaction relativement stable. Le delta, lui, y apparaît quand les fonctionnaires adoptent des comportements plus prudents, parfois plus sévères, par crainte d'être accusés de complaisance. La lettre indique que cette transformation entraîne une modification profonde du fonctionnement institutionnel. Phrase d'explication. Le lien institutionnel change car la peur accentue les réponses administratives disproportionnées. Ces 3 mesures, prises ensemble, permettent de comprendre la mécanique générale que la lettre expose. Un pays peut conserver les mêmes institutions, les mêmes lois, les mêmes discours officiels. Mais si les comportements changent, alors l'équilibre réel change aussi. C'est précisément ce que montre l'évolution décrite entre baseline et delta. L'ordre ne se définit plus par la confiance, mais par le silence. Or, un ordre fondé sur le silence n'est pas un ordre durable. Ainsi, l'analyse quantitative implicite de la lettre ne vise pas à fournir des chiffres, mais à éclairer 3 gradients de transformation sociale dont la combinaison révèle une trajectoire préoccupante. Elle montre que chaque petit déplacement dans ces indicateurs renforce le suivant, créant un mouvement cumulatif qu'il devient difficile d'inverser sans une initiative politique claire. 2 thèses opposées émergent naturellement lorsque l'on analyse la situation décrite dans la lettre. La première thèse, souvent défendue par certains membres d'un gouvernement confronté à des tensions internes, affirme que la fermeté est nécessaire pour préserver la stabilité. Selon cette perspective, les arrestations ponctuelles ne se répétaient pas des dérives structurelles, mais des mesures de protection temporaire destinées à éviter l'escalade ou la désinformation. Cette thèse s'appuie sur l'idée que l'État possède un devoir de vigilance et que l'ordre public justifie parfois des décisions dures, mais présentées comme pragmatiques. Les défenseurs de cette position peuvent invoquer la complexité du contexte régional, où plusieurs pays ont connu des troubles liés à la circulation rapide de discours inflammatoires ou instrumentalisés. La seconde thèse, inverse, part du principe que la stabilité réelle ne peut pas découler de la peur,
est que la contraction de la liberté d'expression, même minimale au départ, crée un effet cumulatif qui fragilise la société tout entière. Cette thèse affirme que chaque arrestation liée à la parole publique, même si elle concerne un commentaire technique ou une observation modérée, produit un coût invisible, l'autocensure croissante, la méfiance envers les institutions, la perte de confiance entre citoyennes et agents de l'État. Elle rappelle également qu'un ordre obtenu par le silence n'est pas une paix durable, mais une pause sociale appelée peuplée, à se briser tôt ou tard. La réfutation s'articule autour des éléments internes de la lettre. D'abord, le texte souligne que la Tanzanie n'a pas été poussée vers une zone d'instabilité par la contestation, mais par la diminution des libertés, ce qui contredit directement la première thèse. Ensuite, l'exemple de Caroline Rosy révèle un point crucial. Lorsqu'une opinion modérée devient motif d'interpellation, la mesure n'a plus pour effet de protéger l'ordre, mais de créer un signal de crainte généralisé. Enfin, l'auteur rappelle que les pays autrefois célébrés pour leur ouverture ne s'effondrent jamais à cause de la pluralité des voix, mais à cause de l'érosion lente de la confiance. Cette idée, répétée sous diverses formes dans la lettre, invalide la logique de la fermeté préventive et renforce la thèse selon laquelle la véritable stabilité repose sur la liberté et non sur la restriction. Un basculement devient visible désormais. Cette phrase pourrait résumer l'état intermédiaire que décrit la lettre. Un moment où rien n'a encore explosé, mais où tout indique qu'un seuil psychologique a été franchi. Le pivot concret se trouve dans l'exemple des arrestations en plein jour, qui ne servent plus uniquement de réponse à une infraction supposée, mais de message adressé à l'ensemble de la société. Ce glissement, presque imperceptible au début, transforme la nature même de la gouvernance. Le texte montre que lorsque les citoyennes commencent à modérer leurs propos, non par prudence institutionnelle, mais par crainte, l'environnement politique entre dans une zone dite midpoint, où la répression n'est pas totale, mais où plus rien ne fonctionne comme avant. C'est précisément dans cette zone que l'intervention d'Ibrahim Traoré prend son importance. Il rappelle que les dérives les plus profondes ne naissent pas des crises spectaculaires, mais des ajustements invisibles qui deviennent, avec le temps, une nouvelle norme. Le midpoint se caractérise ainsi par une tension double. D'un côté, le pouvoir pense maintenir l'ordre. De l'autre, la société ressent que l'espace du dialogue se réduit à vue d'œil. Cette contradiction, si elle n'est pas reconnue rapidement, transforme un simple déséquilibre en trajectoire. Les effets concrets du glissement décrit dans la lettre se répartissent en 4 zones d'impact distinctes. Chacune réagit différemment, mais toutes convergent vers un même point. La réduction progressive de la liberté d'expression détériore simultanément les repères sociaux, institutionnels et régionaux. Le texte ne présente pas ces effets sous forme de données chiffrées, mais les éléments narratifs permettent d'en dégager une cartographie nette, structurée selon les groupes, qui ressentent directement ou indirectement les conséquences du contexte actuel. Le premier groupe affecté est celui que la lettre évoque le plus explicitement, les citoyennes ordinaires, les jeunes et les journalistes. L'impact se manifeste d'abord par un changement de comportement. Les personnes qui auparavant débattaient librement des décisions gouvernementales se montrent désormais plus hésitantes. Le cas de Caroline Rosy illustre cette tendance. Une opinion exprimée sur un projet de loi suffit à justifier une interpellation. Cette dynamique ne produit pas seulement de la peur individuelle, mais une autocensure collective. Les conversations deviennent plus prudentes, les échanges se font en privé, et la confiance entre parole et espace public se fragilise. Pour ce groupe, le coup n'est pas uniquement moral. Il touche directement la capacité à participer à la vie civique. Les fonctionnaires intermédiaires constituent le deuxième groupe affecté. La lettre décrit des comportements marqués par la crainte d'être perçus comme laxistes. Cette peur change la façon dont les règles sont appliquées. Les agents deviennent plus rigides, plus prudents, parfois plus sévères,
non par conviction, mais par crainte des répercussions hiérarchiques. L'effet domino était clair. Chaque acte excessif pousse le suivant à se protéger davantage, créant un environnement institutionnel qui se raidit rapidement. Les institutions continuent de fonctionner, mais leur souplesse disparaît. L'impact structurel est profond, car il touche les mécanismes invisibles qui maintiennent l'équilibre administratif. La lettre rappelle discrètement que la Tanzanie fut longtemps considérée comme une référence continentale. L'impact diplomatique du glissement actuel se traduit par une perte de lisibilité internationale. Les partenaires régionaux commencent à se demander si le pays maintient toujours son rôle de pôle stabilisateur. Les signaux envoyés par des arrestations médiatisées brouillent l'image autrefois associée à un leadership mesuré et inclusif. Cet affaiblissement de la réputation ne se mesure pas en sanctions, mais en confiance. Lorsque les partenaires doutent, les dynamiques de coopération se modifient, parfois lentement, mais durablement. Les associations, les groupes civiques et les collectifs sociaux constituent le quatrième groupe. Pour eux, les effets sont doubles: rétrécissement de l'espace d'action et perte de légitimité implicite. Même sans interdictions officielles, les organisations sentent que le climat n'est plus le même. Elles limitent certaines activités, évitent les sujets sensibles et s'adaptent à une atmosphère plus tendue. Le lien avec les populations se modifie également, car la peur rend les interactions moins spontanées. Ce phénomène affaiblit la vitalité sociale qui, dans un pays comme la Tanzanie, représente un facteur essentiel de cohésion. Au centre de cette cartographie, la mise en garde d'Ibrahim Traoré agit comme une synthèse. Les dérives ne sont pas uniquement politiques, elles reconfigurent toutes les strates du pays. Pour éclairer les trajectoires possibles des prochains mois, la lettre permet de dégager 3 scénarios distincts. Ils ne prédisent rien, mais décrivent les directions plausibles que la Tanzanie pourrait emprunter selon les choix posés au sommet de l'État. Chacun repose uniquement sur les éléments internes du texte: les arrestations, la contraction de la parole publique, le rôle symbolique du pays dans la région et l'appel à une correction morale avant que la fracture ne devienne structurelle. Dans ce scénario, les autorités poursuivent une ligne prudente, sans intensifier la répression, mais sans non plus engager de réformes correctives. Les arrestations diminuent légèrement, non par changement de politique, mais par volonté d'éviter l'escalade. L'espace public reste tendu, et la société fonctionne sur un mode d'adaptation silencieuse. L'image internationale se stabilise, mais demeure brouillée. La situation ne s'aggrave pas, mais ne s'améliore pas. Elle flotte dans un entre-deux instable. Ce scénario correspond précisément à ce que la lettre appelle de ses vœux. Les autorités reconnaissent la gravité du moment, réexaminent les arrestations liées aux opinions publiques, rétablissent les libertés de parole et ouvrent un dialogue avec les organisations civiles. Les fonctionnaires intermédiaires retrouvent une marge d'action plus souple et la confiance remonte graduellement. Ce mouvement réduit la peur, restaure l'équilibre institutionnel et renforce la crédibilité diplomatique du pays. La trajectoire redevient ascendante, non par contrainte extérieure, mais par décision politique assumée. Dans la version la plus préoccupante, les signaux déjà visibles s'intensifient. Les arrestations deviennent plus fréquentes, les fonctionnaires redoublent de prudence et la parole civique continue à se rétracter. La réputation régionale se détériore davantage, parce qu'un pays longtemps vu comme un modèle bascule vers un style de gouvernance moins ouvert. L'ordre public paraît solide en surface, mais l'érosion interne s'accélère. C'est le scénario qu'avertit indirectement la lettre en évoquant les dérives passées d'autres pays. Recommandation de pensée. La lettre invite à considérer une règle simple. Si une tension peut être corrigée par la justice, elle devient moins coûteuse lorsqu'on l'affronte tôt. Les passages les plus personnels de la lettre permettent d'établir 3 angles distincts à travers lesquels le lecteur peut se situer face à ce qui se déroule en Tanzanie. Ces angles ne cherchent pas à moraliser, mais à relier l'expérience individuelle aux transformations décrites dans le texte, en montrant que les décisions prises dans un pays peuvent éclairer des préoccupations universelles: la liberté, la dignité
et la responsabilité politique. Angle A. Pour ceux qui craignent la fragilité de leurs droits, la lettre rappelle que les libertés ne disparaissent jamais d'un seul coup. Elles reculent par petites touches, souvent justifiées par des raisons présentées comme rationnelles. Pour les lectrices et lecteurs qui, dans leur propre pays, observent des tensions similaires, ce message agit comme une mise en garde douce. La vigilance n'est pas une confrontation, mais la conscience que tout droit se renforce lorsqu'il est exercé sans peur. Angle B. Pour ceux qui travaillent dans la fonction publique, le texte montre que les fonctionnaires intermédiaires jouent un rôle décisif. Leur attitude, parfois plus rigide, parfois hésitante, reflète l'équilibre réel d'une société. Pour les personnes occupant ces postes, la lettre peut résonner comme un rappel d'éthique. Appliquer la loi ne signifie jamais éteindre la voix de celles et ceux qu'elle est censée protéger. Leur position est délicate, mais essentielle à la continuité de la confiance publique. Angle C. Pour les membres de la société civile et les groupes associatifs. Les organisations sociales ressentent tôt les changements de climat politique. La lettre souligne que leur repli silencieux n'est pas un choix, mais un signal. Pour celles et ceux engagés dans la vie associative, le texte invite à maintenir des espaces de dialogue, même réduits, car la vitalité civique dépend d'initiatives modestes mais constantes. La lettre évoque implicitement un chemin de rétablissement qui, sans fournir de plan officiel, permet de dégager une méthode en 4 étapes. Ces étapes s'appuient uniquement sur les éléments internes du texte. La nécessité de restaurer la confiance, de réexaminer les arrestations, de replacer la justice au centre et d'éviter que la peur ne devienne un mode de gouvernance. Ce cadre peut être formulé sous la forme d'un itinéraire clair, où chaque action est associée à un acteur, un moment et un critère de mesure. Étape 1. Réexaminer les arrestations liées à la parole publique. Qui? Les autorités judiciaires. Quoi? Passer en revue les dossiers concernant les opinions exprimées publiquement. Quand? Immédiatement, pour éviter l'enracinement du climat de crainte. Mesure. Nombre de libérations justifiées ou de procédures corrigées. Étape 2. Restaurer l'espace civique minimal. Qui? Le gouvernement et les organisations civiles. Quoi? Ouvrir des discussions publiques sans sanction potentielle. Quand? Dans les semaines suivant la révision judiciaire. Mesure, fréquence et diversité des interventions citoyennes sans incident. Étape 3. Réaffirmer le rôle éthique des institutions. Qui? Les fonctionnaires intermédiaires. Quoi? Recevoir une directive claire rappelant que l'application de la loi ne doit pas produire de peur. Quand? Après la réouverture de l'espace civique. Mesure, réduction des décisions disproportionnées, évaluée via retour administratif. Étape 4. Consolider la confiance à long terme. Qui? L'exécutif. Quoi? Mettre en œuvre des engagements visibles reliant justice et responsabilité. Quand? Sur un horizon de 3 à 6 mois. Mesure, amélioration des interactions entre population et autorité. Dans ce parcours, l'intervention d'Ibrahim Traoré prend la valeur d'un rappel. Une trajectoire peut encore être corrigée tant que la justice est replacée au centre. Le retour au motif établi dans la partie P4, celui des voix ordinaires servant de témoins centraux, permet de clore la boucle narrative. Ces voix, qu'il s'agisse de jeunes, de journalistes ou de citoyennes ayant simplement exprimé une opinion, incarnent le fil discret qui traverse toute la lettre. Elles étaient présentes au début comme signaux d'alerte. Elles réapparaissent ici comme repères moraux. Ce rappel montre que rien n'est abstrait dans ce qui se joue. Chaque transformation décrite se manifeste d'abord dans la vie quotidienne de celles et ceux qui forment la trame sociale du pays. La mention d'Ibrahim Traoré retrouve également sa place à ce stade. Son avertissement n'est plus seulement une comparaison continentale.
mais une invitation à regarder les trajectoires déjà connues pour éviter qu'un même schéma ne se répète. Le parallèle entre témoins tanzaniens et expériences burkinabé agit comme un miroir, révélant à quel point les signes faibles d'aujourd'hui deviennent les signaux forts de demain s'ils ne sont pas compris à temps. C'est pourquoi la lettre se referme sur une idée simple mais essentielle. La justice protège toujours mieux que la peur. La conclusion proposée par la lettre n'adopte pas le ton de la confrontation, mais celui d'un appel calme au dialogue. Elle rappelle que les sociétés ne se reconstruisent pas par des ruptures brusques, mais par une succession de gestes mesurés, visibles et cohérents. En ce sens, la Tanzanie conserve encore la possibilité de redevenir un repère régional, non parce qu'elle cherchera à répondre aux attentes du monde extérieur, mais parce qu'elle aura choisi de restaurer le lien essentiel entre citoyennes et institutions. L'image de la lampe évoquée dans le texte agit comme symbole final, une lumière qui peut vaciller, s'atténuer ou s'éteindre, mais aussi se raviver si l'on décide de la protéger. Pour les lectrices et lecteurs, cet appel n'est pas un ordre, c'est une invitation. Chacun peut contribuer à maintenir un espace où la vérité circule librement, où la justice reste accessible et où la parole ne se transforme pas en faute.